Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouveau Crosstalk. Nous sommes live, ça y est. Bienvenue à tous. On est très ravis de vous accueillir pour un nouveau Crosstalk en ce mois de février. Donc je suis très contente de vous y retrouver. Aujourd'hui avec de nouveaux intervenants. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, avant de démarrer, on va refaire un peu les présentations. Donc moi je suis Amélie Duniac, je suis écosystème manager au sein du Lab RH et à ce titre je gère donc l'animation de la communauté des startups adhérentes du Lab RH dont les intervenants d'aujourd'hui font partie. Et donc je suis ravie de vous accueillir sur cette nouvelle session de Crosstalk en live, session qui est un format que nous avons lancé au mois de septembre et dont on est très très fiers puisque l'objectif est de réunir 2 startups de l'écosystème du Lab RH qui ont une véritable expertise à partager avec vous sur un sujet avec des enjeux RH notamment, et ils vont venir décrypter ces enjeux avec nous lors de ces sessions. Donc voilà, je le disais, on est très fiers de ce nouveau format, de pouvoir réunir une scale-up, une start-up en amorçage, qui peuvent toutes les deux se compléter dans leur témoignage sur ce sujet de réflexion RH. C'est toujours des échanges qu'on trouve très passionnants et donc on est très très fiers de pouvoir vous le proposer tous les mois. Et donc pour cette session d'aujourd'hui et ce sujet du jour, aujourd'hui, il va porter sur les agents IA avec une question qu'on entend revenir régulièrement qui est les agents IA vont-ils remplacer les RH ? Alors, pourquoi ce sujet ? L'idée, c'était de se dire aujourd'hui que les agents IA, ça suscite de nombreuses interrogations dans les équipes RH, notamment avec ce risque du remplacement qu'on entend beaucoup revenir. Avec du recul, on sait que l'IA aujourd'hui n'agit pas au niveau des postes, mais surtout au niveau des tâches. Et c'est ce périmètre d'action, justement, de la tâche qui va d'une part venir transformer la fonction et d'autre part faire émerger des nouveaux enjeux qui sont liés à ces agents IA dans les fonctions RH, que ce soit de la qualité de la donnée, de la gouvernance ou même de l'éthique également. Et donc pour pouvoir reprendre ces enjeux et venir décrypter ce thème aujourd'hui dans le cadre du sujet, j'ai avec moi 2 intervenants et donc 2 startups adhérentes. Donc j'ai dans un premier temps Mouhidine Save qui est CEO et founder d'HRflow.ai. Donc HRflow.ai est une solution qui va travailler sur l'intelligence artificielle, notamment dans le traitement de données RH par API multicouches. Elle va vous aider notamment à unifier, activer et automatiser les données sur vos talents et les effectifs. Donc bonjour et bienvenue Mouhidine. Et on a également avec nous Baptiste, donc, qui est le CEO de Tami. Tami est une solution qui va permettre aux recruteurs d'effectuer une présélection des candidats qui est basée notamment sur l'évaluation des compétences à travers les pratiques des métiers. Donc bonjour Baptiste. Bonjour à tous. En effet, Tami est une solution de recrutement qui permet d'évaluer les compétences des candidats à travers des cas pratiques métiers. Super, merci Baptiste. Est-ce que Mouhidine, tu nous entends ? Je vois que tu as un petit problème technique de ton côté. Ok. Alors, on va patienter juste quelques instants que Mouhidine revienne avec nous. Mouhidine, est-ce que tu nous entends ? Alors, on va patienter quelques instants, juste le temps qu'on récupère Mouhidine. Ce serait dommage de commencer le webinaire sans l'un des intervenants, donc je vous fais patienter quelques instants. Toutes nos excuses pour ce petit delta. C'est les aléas du live. Mouhidine, est-ce que tu es avec nous ? Ouais, moi je suis là, j'ai été... Ça y est, on t'a récupéré. Très bien. Bon, écoute, on est très content de t'avoir avec nous. Mouhidine est en live des États-Unis, donc un petit delta en termes d'horaire et aussi de connexion. Donc j'espère que ça va bien aller. Ça va. Et de température. Voilà.
Est-ce que tu veux dire un mot avant qu'on démarre? Du coup, tu n'as pas pu le faire tout à l'heure. Très bien, ravi d'être là. Donc, Muhyiddin Seif, je suis ingénieur de formation et fondateur de HRFlow.ai. Et donc, chez HRFlow, en fait, depuis 2016, en fait, donc à l'avènement en fait, de l'IA, notre objectif a été de développer en fait, une super intelligence artificielle pour le recrutement et pour l'employabilité. Et on développe en fait des algorithmes d'IA qui vont intervenir en fait à différents moments de la chaîne de valeur, que ce soit dans le recrutement, que ce soit dans le processus de candidature, pour fluidifier en fait ces process, permettre la rencontre entre les candidats et les recruteurs et aider en fait que ce soit les candidats en fait à progresser vers un poste ou les recruteurs à former en fait faire progresser des collaborateurs. Donc ça, c'est le positionnement d'HRFlow et depuis à peu près 2025, on traite à peu près une centaine de millions de profils dans le monde entier, dans 43 langues. Donc ce sont les actualités d'HRFlow. Ça fait beaucoup de volume tout ça. Merci beaucoup, Mouhidine. Et donc, pour finir, finir cette introduction sur le crosstalk, nous, notre ambition avec ce format, c'est de pouvoir vous offrir un éclairage sur la thématique que je vous ai partagée juste avant. Et au-delà de cet éclairage, c'est surtout de vous donner des méthodes et des outils concrets pour que vous puissiez repartir avec des inputs qui sont réellement activables dès la fin de la session. Et donc pour ce faire, on va vous proposer plusieurs tables rondes avec Baptiste et Mouhidine. Un premier pour venir comprendre le sujet, en quoi est-ce qu'aujourd'hui c'est un enjeu en entreprise et notamment sur les fonctions RH. Un deuxième tour qui aura plutôt conviction à pouvoir rendre concret ce sujet avec des cas d'usage et des bonnes pratiques que nos intervenants partageront avec vous et qu'ils ont capté aussi du terrain. Et une dernière partie, donc un dernier tour de table ronde qui va plutôt passer sur le passage à l'action justement et à l'outillage pour que vous puissiez vous lancer dans une démarche similaire dès demain. Et on terminera par un temps de conclusion et une question-réponse si vous en avez pour nos intervenants. Donc sans plus tarder, je vous propose de démarrer tout de suite avec la première partie qui vient reposer un petit peu le cadre du sujet. Et donc je vais démarrer avec toi, Mouhidine. Quand on a préparé un peu tout ça, il y a eu cette idée avant de se demander aujourd'hui si l'IA peut remplacer les RH, est-ce que tu pourrais nous expliquer simplement ce qu'elle fait réellement, cette IA, aujourd'hui dans les fonctions RH et surtout à quel niveau est-ce qu'elle va intervenir? Très bien. Donc déjà pour revenir en fait sur la définition de c'est quoi une IA, l'objectif en fait d'une IA, ça va être en fait de simuler en fait un comportement humain pour essayer de l'automatiser. Donc il y a plusieurs niveaux en fait d'automatisation. On peut parler de niveaux d'automatisation qui vont être à très forte valeur ajoutée et on a de l'autre côté en fait des niveaux d'automatisation où on va parler de tâches en fait à faible valeur ajoutée. Donc des tâches à faible valeur ajoutée, ça va être par exemple tout ce qui est saisie manuelle des données. Aujourd'hui, au fait, notamment chez HRFlow, on développe des algorithmes de parsing qui vont permettre au fait de capter en fait la donnée RH, la structurer et la formater par rapport au système d'information RH, ce qui va permettre d'éviter au fait de faire de la saisie manuelle. Donc il y a ces tâches de saisie manuelle qui sont à faible valeur ajoutée par l'humain, qui existent, qui rentrent dans la verticale en fait, des IA qui vont automatiser des tâches répétitives. Il y a également en fait, le sourcing manuel. Par exemple, aujourd'hui, on sait que les recruteurs passent beaucoup de temps en fait, à sourcer des profils sur plusieurs plateformes en fait, différentes. Donc ça aussi, c'est une chose sur laquelle en fait, l'IA peut venir en fait, se positionner, notamment avec les agents qui, eux, ont cette capacité à combiner des IA pour automatiser des tâches qui sont plus complexes, se connecter sur un site internet, résoudre un captcha, rechercher des candidats en fait avec des booléens, ajuster en fait les résultats de la recherche en fonction des profils en fait qui remontent, exporter le profil, l'enregistrer dans l'ATS. Donc ça c'est un peu le volet des IA qui vont adresser des tâches très répétitives, très chronophages. Et on a ensuite en fait un deuxième volet en fait d'IA qui vont adresser les tâches à haute valeur ajoutée. Et donc dans les tâches, pour nous, en tout cas chez HRFlow, les deux tâches à forte valeur ajoutée sur lesquelles on s'est positionné sont en fait la tâche d'évaluation, la tâche finalement de matching. Est-ce qu'un candidat en fait va être bon pour ce poste ou qu'est-ce qui lui manque pour accéder en fait à un poste?
Et il y a la deuxième partie qui est en fait cette notion des entretiens. Comment soit accompagner le recruteur en fait dans son processus d'entretien, ou comment aujourd'hui lancer un entretien avec un candidat. Et donc pendant très longtemps, on pensait, notamment chez Charflow, que la tâche qui serait la plus difficile et que peut-être on n'arriverait pas à faire peut-être de notre vivant ou dans la société, ça a été de s'entretenir avec un candidat. Et aujourd'hui, je pense qu'il est très clair pour tout le monde que voilà, ce sont ce genre de tâches sur lesquelles l'IA générative peut se positionner. Et finalement, la tâche aujourd'hui qui reste la plus difficile, et on en reparlera plus tard dans le webinaire, c'est finalement cette tâche en fait, de matching, parce que il existe énormément de cas en fait, différents, de profils, il y a de la subjectivité, il y a plusieurs en fait, personnes qui rentrent dans le processus en fait, de décision. Donc voilà, donc deux types en fait, d'IA en RH, des IA pour automatiser des tâches chronophages à faible valeur ajoutée pour l'humain, et des IA pour automatiser en fait, des tâches à haute valeur ajoutée pour l'humain qui sont plus complexes. Merci Moïdine pour cette première clarification et en réaction à ce que tu viens de dire, Baptiste, de ton côté, voilà, par rapport à ce qu'il vient d'expliquer, qui est très intéressant justement sur ces tâches qui vont être travaillées avec l'IA dans les RH. Qu'est-ce que cette évolution, ça change concrètement pour le rôle des RH en entreprise aujourd'hui selon toi? D'abord, pour revenir sur le mythe dont tu parlais, qui était que l'IA va remplacer les RH, je pense que ce qu'il faut bien poser, c'est que la vraie question, c'est pas qui l'IA va remplacer, mais quelle tâche elle va automatiser. La réalité, c'est qu'en fait, on va décomposer les métiers en tâches et que c'est là où l'IA va venir automatiser les tâches qui peuvent être répétitives, comme par exemple compléter un Excel ou alors tout ce qui est autour de la data, comme le disait Moedine, par exemple pour aller classer de la data, scorer de la data ou même nettoyer de la data, ou tout ce qui peut être des tâches qui sont standards, par exemple du mailing récurrent ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est vraiment les tâches sur lesquelles c'est vraiment ça aujourd'hui l'IA, et aussi tout ce qui est ce qu'il faut bien voir, c'est où l'IA apporte de la pertinence. Donc ça va être sur automatiser des processus qui sont répétitifs, comme par exemple de la planification d'entretien où il va y avoir plusieurs intervenants, plusieurs calendriers, etc. Donc une IA qui vient prendre les agendas de chacun, etc. Au lieu d'attendre une réponse de chaque intervenant, eh bien c'est complètement une tâche qui est répétitive et qui est automatisable. Aussi tout ce qui est tout ce qui est FAQ, etc. avec les collaborateurs quand ils ont des questions sur par exemple une convention collective, leurs fiches de paye, etc. Tout ça, c'est également des choses avec assez peu de valeur ajoutée, très répétitives, sur lesquelles l'IA peut avoir de la pertinence. Et aussi, dans d'autres tâches à faible valeur ajoutée, on peut retrouver tout ce qui est reporting, compte rendu, les synthèses d'entretien, etc. Où là, il y a une vraie pertinence à utiliser de l'IA. Et je pense qu'il y a une vraie importance à aujourd'hui inclure l'IA dans son quotidien et dans ses process, parce que c'est vraiment vecteur de différenciation. Ça peut permettre d'avoir des choses qui soient plus personnalisées, comme par exemple, un cas d'usage qu'on peut avoir chez Tami, c'est personnaliser des feedbacks aux candidats. Quand on a directement des comptes rendus qui sont générés à la suite des entretiens entre le recruteur et un candidat, donc déjà, on a plus de réactivité et également des feedbacks qui peuvent être adressés à la suite des entretiens aux candidats et qui soient du coup personnalisés à chaque candidat. Et ce qui est aussi bien important de comprendre, c'est que le RH reste au cœur de son métier et que ça va aussi lui permettre de consacrer plus de temps aux collaborateurs, plus de temps aux candidats. Et c'est en ça que l'IA est vraiment importante. Et voilà, aussi ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'humain reste bien au centre de la décision et que l'IA va permettre de prendre des décisions qui soient plus éclairées. Et c'est vraiment un outil d'aide à la décision.
Bah, écoute, merci Baptiste pour ce partage également qui complète bien ce que Mouhidine disait juste avant. Donc ça nous permet vraiment de comprendre un petit peu quelles sont les évolutions, qu'est-ce que ça va apporter et ce sur quoi ça va venir agir aujourd'hui dans les fonctions RH. Et je pense que dans la continuité, avec ces premiers éléments que vous avez partagés, on comprend bien en fait que l'enjeu n'est pas réellement de savoir si l'IA va remplacer les RH, mais plutôt de si les RH vont réussir à s'en emparer. Vu qu'ils viennent sur cette partie automatisation pour justement redéfinir peut-être leur rôle aussi et leur fonction au sein de l'entreprise. Et donc, je te propose, Baptiste, de continuer, et plutôt notamment dans la continuité de ce que tu nous partageais, de ton retour d'expérience. Est-ce que tu aurais des cas d'usage concrets à nous détailler et partager pour la mise en place et l'utilisation de l'IA dans un process RH? Ouais, complètement. Et les RH arrivent bien à se l'approprier, je te le confirme. Récemment, par exemple, on a travaillé avec le groupe Accor, qui, avec une de leurs filiales qui ouvrait du coup un nouvel établissement, un nouvel hôtel, où ils devaient recruter du coup toutes leurs équipes sur cet nouvel établissement. Et on a du coup mis en place un cas d'usage sur de la préqualification, où en fait, on a complètement automatisé du coup le premier process de recrutement, où la préqualification s'est faite en fait directement via des entretiens qui étaient immersifs, où en fait on avait des cas pratiques et des mises en situation pour les candidats qui permettaient d'évaluer leurs compétences tout en les immergeant dans des situations professionnelles. Et du coup, ça a permis d'avoir des processus de recrutement qui étaient beaucoup plus courts, parce que le processus a duré un peu moins de 3 semaines, et également plus d'équité, comme le disait tout à l'heure Mouhidine. Et on a aussi vu une réduction du coup des coûts pour l'entreprise sur cette première partie du processus de recrutement. Et après également, un deuxième cas d'usage qui là est beaucoup plus simple, ça peut être la rédaction de comptes rendus d'entretien, où en effet, en donnant une transcription d'un entretien à une IA, eh bien, on peut tout de suite avoir une synthèse des éléments qui ont été apportés par le candidat. Et du coup, ce qui permet d'avoir aucun oubli et d'avoir un compte rendu qui soit instantané, quoi. Et donc, je dirais que ce qui marche aujourd'hui avec l'IA, c'est de mettre l'IA dans un process qui est déjà existant et déjà maîtrisé. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Il faut vraiment voir l'IA comme un compagnon dans une majorité des tâches, comme un collaborateur, en fait. Et c'est pourquoi, dans le management, on le sait très bien qu'on ne va pas donner, on ne va pas déléguer des choses qu'on ne sait pas, faire, qu'on ne maîtrise pas. Et c'est exactement pareil avec l'IA. L'IA doit booster, mais être guidée, d'où l'expertise de l'humain et d'où l'expertise du RH qui est vraiment essentielle. Et on peut aussi parler de la complémentarité entre l'humain et l'IA, avec vraiment une IA qui va venir pour préparer, analyser ou synthétiser des documents, et l'humain, par contre, qui reste vraiment au centre de la prise de décision. Et aussi, ce qui est important, c'est de mesurer les résultats, parce que comme tout nouvel outil qu'on implémente, je pense que c'est hyper important de pouvoir vraiment mesurer le gain financier, le gain en termes de temps, et puis tout ce qui est qualité aussi avec la mise en place de NPS, d'auto d'erreur et également d'adoption au sein des collaborateurs. Bah, écoute, merci Baptiste pour ces exemples et une dernière peut-être un dernier mot qui peut être intéressant par rapport à ce que tu viens de nous partager au-delà des cas justement de ce qui fonctionne en entreprise. Est-ce que qu'est-ce qui fait selon toi la différence entre une mise en place qui fonctionne et une mise en place qui fonctionne pas, parce que ça peut arriver aussi aujourd'hui. Ouais, complètement. Je dirais vraiment ce qui est le plus important et dont je viens de parler, c'est le fait de déployer sans vraiment maîtriser le cas d'usage, ou également de ne pas maîtriser l'objectif du déploiement. Ça, c'est aussi hyper important. L'information qu'on va donner à l'IA est également vraiment clé. C'est grâce à un bon input qu'on va avoir l'output qu'on souhaite, et ça va aussi beaucoup varier la qualité de l'output. Et petit bonus, on va dire, c'est aussi tout ce qui est gouvernance. Je pense que c'est aussi important de bien faire attention aux données, la RGPD,
et aussi Ali Act, qui est une réglementation assez récente sur toutes les solutions IA. Bah, écoute, merci beaucoup Baptiste pour ces précisions qui effectivement apportent de nouveaux éléments. Et puis je vais te passer la parole, Mouhidine, voilà, avec ce que Baptiste nous a partagé, des cas d'usage aujourd'hui qui sont très concrets, très opérationnels aussi, hein, qui sont notamment liés au recrutement par la solution forcément. Toi, de ton côté, avec HRflow, vous avez un large scope d'activité, tu en parlais tout à l'heure. Est-ce que tu aurais d'autres exemples à partager justement avec nous aujourd'hui sur cette mise en place? Par rapport à la question sur la mise en place, en fait, nous, aujourd'hui chez HRflow, en fait, on travaille avec 3 typologies en fait, d'entreprises. On travaille avec des éditeurs de logiciels RH qui, eux, vont embarquer nos IA en fait, en marque blanche directement. Et donc, forcément, par rapport à ces entreprises-là, vu qu'elles sont souvent, ce sont ces entreprises-là qui créent les produits sur le marché RH, elles sont obligées de se positionner sur des cas d'usage qu'elles ne maîtrisent pas par définition parce que c'est elles qui, quelque part, les amènent en fait vers le marché. Mais s'agissant en fait des entreprises, on a 2 types d'entreprises avec qui on travaille. On a les corporates en général avec lesquels on travaille, comme donc Baptiste a cité en fait le groupe Accor, on peut citer le groupe Safran en fait notamment, et le groupe en fait Sanofi. En fait, ce qu'on constate en tout cas chez les corporates de manière générale, c'est qu'avant en fait d'arriver en fait à ce sujet d'IA, il y a un sujet de data en fait qui se pose, c'est-à-dire que ces entreprises-là, souvent, si elles n'ont pas pratiqué le cas d'usage en question préalable, comme disait Baptiste, en fait, elles vont pas disposer de données qui vont être propres, qui vont être structurées, qui vont être à un endroit. Par exemple, si je prends l'exemple du cas de l'IA appliquée en fait à la mobilité interne, on sait que souvent, en fait, les entreprises n'ont pas forcément toutes les données sur leurs collaborateurs, leurs compétences au fait au même endroit. Ce sont des données qui vont être éparpillées sur plusieurs plateformes en fait différentes. Et souvent en fait moi, je me rappelle en fait du cas d'une entreprise qui faisait de la mobilité en fonction des intitulés de poste qui étaient cités dans les fiches de paie, parce que c'était le logiciel de paie était le logiciel qui était le plus à jour en termes de compétences en fait et en termes de compétences, de grade quelque part en fait de collaborateurs. Donc, je dirais pour les grosses entreprises, il y a un vrai sujet sur les attentes qu'elles doivent avoir par rapport à l'IA, par rapport au fait est-ce que le cas d'usage a été pratiqué ou pas par le passé. Et ce sont des attentes qui doivent être, je dirais, mesurées au regard en fait de la donnée dont elles disposent dans leur système d'information. Et souvent, en fait, je dirais les DSI des entreprises, mais c'est quelque chose de ces grosses entreprises, mais c'est quelque chose qui change, ont tendance en fait à voir les projets d'IA comme étant quelque part des projets de déploiement informatique qui sont assez déterministes, là où en fait un projet dans un projet d'IA, voilà, il faut voilà, une vraie étude par rapport à la donnée préalable qui soit faite pour être sûr que en fait l'entreprise dispose de la donnée nécessaire qui va permettre en fait de nourrir ces IA. Donc ça c'est pour parler au fait des grosses entreprises, mais on constate aussi en fait une maturité qui est très très différente, notamment par exemple chez les cabinets de recrutement, chez les sociétés d'intérim, donc les acteurs du recrutement, qui eux en fait ont cette expérience au fait de la donnée structurée, à jour, en fait centralisée. Et je dirais que par exemple pour nous ça a été le temps vers le déploiement a été beaucoup plus rapide chez ces entreprises-là, parce que c'était des entreprises qui traitent le volume et qui avaient en fait une excellente hygiène de la gestion en fait de la donnée. Donc ça c'est le retour par rapport aux prérequis en fait, d'un déploiement en IA. Et comme le disait Baptiste tout à l'heure, je pense que la notion en fait, d'évaluation est aussi très très importante. Il faut savoir pourquoi en fait on met en place un projet d'IA. Est-ce qu'on met en place un projet d'IA parce que le COMEX a décidé qu'il fallait mettre de l'IA et donc a débloqué un certain nombre de budgets de POC pour réaliser des projets d'IA, ou est-ce qu'il y a une vraie stratégie long terme en fait derrière avec des KPI métiers
comme par exemple dans le cas du recrutement, est-ce que l'IA a permis de réduire le temps de recrutement? Est-ce que ça a permis, en tant que boîte d'intérim, de gagner plus de chiffre d'affaires? Est-ce que ça a permis d'optimiser en fait par exemple des ETP? Donc il faudrait avoir en fait des KPI en tout cas qui sont assez précises aussi avant les déploiements et les mises en place. Bah, écoute, merci beaucoup pour tous ces éléments, Mouhidine. Et pour terminer avec ton expérience, en tout cas sur cette partie concrètement, quand on a aujourd'hui des entreprises qui veulent mettre en place ce type d'IA, quels sont selon toi les principaux obstacles qu'elles sont amenées à rencontrer dans cette mise en place? Donc, pour moi, il y a deux. Donc, il y a un premier obstacle qui est la maturité. Donc, est-ce que l'entreprise a déjà pratiqué ou pas par le passé? Donc, optimiser un processus existant, c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a moins, en fait, il y a moins d'inconnus, il n'y a pas d'effet tunnel. Deuxième chose, il y a ces KPI dont on a parlé sur le fait d'avoir des objectifs, en fait, clairs derrière le déploiement. Est-ce que c'était juste tester une IA, en fait, ou est-ce que c'est un objectif, en fait, qui est métier? Donc, c'est hyper important, je pense, que les départements RH se saisissent en fait de leur déploiement IA, bien sûr tout en étant accompagnés par la DSI, mais il faudrait qu'ils aient en fait des objectifs en fait internes, en tout cas eux-mêmes, et même sur le processus de déploiement, nous ce qu'on a constaté, que l'expérience, et c'est quelque chose aujourd'hui qu'on exige dans nos déploiements, c'est d'avoir en fait et un représentant du métier et un représentant de la partie IT, les deux, même si les échanges des fois peuvent être assez techniques, mais c'est hyper important en fait d'avoir en fait un représentant du métier sur toute la chaîne pour qu'à la fin en fait que ce soit pas en fait la surprise ou que ce soit pas en fait un projet qui ne réponde pas en fait au cas d'usage en fait qui est attendu et qui fasse se relancer dans un processus informatique de déploiement et de gestion de projet. Donc je dirais là une comitologie avec et des représentants du métier, donc des key users et des représentants d'IT pour bien comprendre l'environnement de l'entreprise sont extrêmement importants. Et le dernier, voilà. Non, vas-y, ajoute un point. On est là pour Non, prendre le plus d'informations possible. c'est principalement ça. Super. Bon, bah écoute, merci Moïdine. Effectivement, c'est beaucoup d'éléments que tu nous as apportés qui sont très intéressants, qui viennent vraiment mettre en perspective les choses. On voit que les projets sont, même pour une même mise en place sur un même sujet, vont être complètement différents d'une entreprise à l'autre par sa maturité, les accès et la manière dont c'est mis en place. Donc, c'est très, très intéressant. Et ça fait aussi le lien justement avec la troisième partie qui vient plutôt là dans le cas venir proposer des plans d'action et vraiment outiller les personnes qui nous regardent, les RH qui nous regardent sur ces sujets-là. Et je vais te redonner la parole dans ce cadre-là, Baptiste, toi qui est avec chez Tami, si aujourd'hui on a des équipes RH qui veulent passer à l'action sans se perdre, parce qu'il y a beaucoup d'informations, voilà, c'est des projets qui, comme le disait Mouhidine, ne sollicitent pas que les RH, hein, il y a d'autres services, en tout cas d'autres acteurs en entreprise qui vont intervenir. Alors, à quoi, en sachant tout ça, à quoi va ressembler, selon toi, un plan de départ réaliste pour mettre en place ces projets? Voilà, par où est-ce qu'on va commencer? Quelles sont un peu ces grandes étapes pour venir intégrer l'IA de manière structurée, en tout cas dans les process RH? Eh bien, je pense que il faut repartir à la base en cartographiant l'ensemble des processus, que ce soit les processus sur ce qui nous concerne, Mouhidine et moi-même sur le recrutement, mais aussi les processus qu'il peut y avoir sur de la paye et sur d'autres sujets RH. Et à partir de là, regarder où les équipes passent du temps et quelles sont les tâches répétitives ou apportant peu de valeur ajoutée dans ces processus. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la première étape qui n'est pas à négliger parce que c'est l'étape qui, je pense, est la plus importante et qui sert vraiment de point de départ pour après enclencher des actions et regarder où est-ce que prioriser les développements. Et à la suite de ça, je dirais que la seconde étape, ça serait de choisir un cas d'usage pilote. Donc prendre un des cas d'usage qui, en termes de prioritisation, était de la plus grande importance et de mettre en place du coup des indicateurs clairs et mesurables dont parlait Mouhidine tout à l'heure
pour pouvoir mesurer le ROI une fois que la solution sera implémentée. Et ensuite, mettre en place du coup un workflow du process pour voir où est-ce que l'humain va intervenir et où est-ce que l'IA va pouvoir intervenir et sur quelles tâches l'IA va intervenir et l'humain également, et tout en gardant bien en tête qu'il faut conserver l'humain du coup sur les décisions sensibles, comme on a pu le dire précédemment. Et la dernière étape, du coup, est l'implémentation à grande échelle. Et du coup, tout ce qui est formation également des collaborateurs, parce que ça, c'est un point qui est vraiment essentiel. La documentation également qu'on leur met à disposition et tout ce qui est l'accompagnement des équipes. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que merci pour ces éléments-là. Ce que tu dis, c'est beaucoup les étapes qu'on va retrouver aussi dans du test ou dans du POC. On entend beaucoup parler sur les mises en place en entreprise avant vraiment d'avoir un déploiement. Alors qu'est-ce qui, selon toi, va faire la différence entre un test isolé et un projet qui va réellement s'inscrire dans la durée? Tu nous as donné des premiers éléments de réponse en parlant de l'information, mais en préparant le webinaire, je crois que tu avais d'autres éléments à nous partager également. Je pense que, comme tout projet, pour moi, ce qui est hyper important, c'est vraiment d'engager ces équipes, d'engager l'ensemble des collaborateurs dans ce genre de déploiement. Et du coup, pour ça, c'est de les impliquer au plus tôt dans le projet, dès les premiers échanges, etc. C'est hyper important de recueillir leur avis sur la question, etc. Également de mettre en avant au fur et à mesure qu'on se penche sur une solution, les avantages aussi à titre personnel de ces collaborateurs qui vont avoir, en leur montrant bien qu'en effet, leur quotidien va être bénéfique pour leur quotidien, qu'ils vont peut-être gagner du temps sur certaines tâches et donc que ça va leur libérer du temps pour passer plus de temps, si c'est dans le recrutement, par exemple, avec des candidats. Ce qui est aussi important, c'est de bien communiquer sur le ROI. Comme on le disait précédemment, de bien choisir ces indicateurs qui soient clairs et mesurables. Et donc, c'est en ça que c'est vraiment hyper important pour la communication par la suite. Et puis, le dernier point, je dirais, c'est de passer du temps à former ses collaborateurs et bien mesurer l'engagement et l'utilisation des solutions qui ont été implémentées. Écoute, merci Baptiste pour ces éléments complémentaires, et ça me fait faire le lien avec Mouidine, notamment. Tu parlais, là Baptiste nous a parlé de communication et d'engagement. Quand on met en place un projet, on sait que on parle souvent de la tech qui est mise en place. Là, en plus, en l'occurrence, avec ce sujet de l'IA, il y a forcément la technologie qui y a derrière. Mais on parle aussi d'une autre chose, c'est le changement. Et par rapport à ce que disait Baptiste, selon toi, Mouidine, avec pareil, encore une fois, ton expérience, à quoi est-ce qu'il faut prêter attention lorsqu'on va déployer cette IA, notamment dans les équipes RH, pour s'assurer que l'adoption, elle fonctionne vraiment? Parce qu'on a vu avec Baptiste que c'était un élément clé dans la mise en place des projets. Excellente question. Pour moi, en fait, d'expérience, c'est pas parce qu'en fait un pilote va super bien en fait fonctionner que derrière il va y avoir un déploiement. Donc déjà, pour venir sur la question de départ, est-ce que le projet est un vrai projet en fait d'IA en fait lancé par le métier, ou est-ce que c'est un projet en fait innovation au titre qui cohabite dont le budget cohabite avec tous les budgets des autres en fait POC en fait qui sont lancés en fait en parallèle, et là en fait se pose vraiment la question d'avoir en fait est-ce qu'il y a des champions en fait en interne au niveau en fait des équipes RH qui adorent le produit, qui tiennent absolument en fait à ce produit-là et qui vont devenir en fait par la suite un peu les ambassadeurs de la société, ou en tout cas du pilote ou du produit au sein en fait ou les évangélistes en fait du produit en fait au sein de la société. Je pense que c'est en fait extrêmement clé, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui dans une entreprise type CAC 40, il y a des milliers de SaaS en fait qui sont déployés en général et qui finalement sont extrêmement peu utilisés. Et nous, dans ce sens, au fait, par exemple chez Charflow, on a créé en fait en 2025 un nouveau poste. C'est un poste qui existait chez nous pour les développeurs. Donc chez les développeurs, on dit développeur advocate. En général, c'est un poste pour accompagner les développeurs informatiques à déployer en fait des outils informatiques. On a créé le poste de recruteur advocate. Et donc en fait, c'est une personne qui était dans le recrutement, qui avait
passé à peu près 20 ans dans le recrutement, IT, tech, dans une entreprise au fait d'IA et qui va en fait accompagner en fait les équipes au fait de recrutement dans leur en fait utilisation, dans leur déploiement. Et les recruteurs aussi adorent en fait parler avec euh, leur homologue, des personnes qui vont avoir en fait la même expérience, qui vont avoir aussi le même langage, parce que pour nous en fait les informaticiens, en général, on a notre jargon d'IA, en fait, les technophiles. Et donc, c'est une personne en tout cas, c'est un rôle qui peut énormément aider les entreprises sur le long terme à adopter, en fait, les IA. Et, et- et bien évidemment, en fait, l'adoption ne se fait pas là, de la même manière. Ce sujet, il est un peu tabou, mais aujourd'hui, on sait que, par exemple, chez les plus jeunes recruteurs, les recruteurs qui ont connu en fait l'IA, par exemple, pour faire leurs examens et pour faire en fait leurs devoirs, quand ils arrivent dans les entreprises, ils sont plus à même de continuer à l'utiliser. Et c'est sûr, en fait, il y a des études aussi qui le montrent pour les recruteurs qui sont plus seniors. Il y a besoin, en fait, de plus d'accompagnement euh, pour qu'ils adoptent ce genre de technologie, d'où le rôle, en fait, de recruteur advocate qui permet, en fait, quelque part, d'accompagner, en fait, tous les recruteurs et s'assurer que, voilà, la solution, elle est bien adoptée. Et alors concrètement, comment est-ce que je trouve ça très très intéressant ce que tu dis avec le recruteur advocate qui est un poste qui pour le coup prend tout son sens dans les contextes qu'on a aujourd'hui. Mais concrètement, comment est-ce qu'on va aider les équipes RH à monter en compétences? Parce que je suppose qu'il est là aujourd'hui sur cette partie vraiment adoption, appropriation de l'outil. Et comment est-ce qu'on a une continuité derrière sur la montée en compétences? Donc, en fait, ça dépend vraiment du cas d'usage. Par exemple, nous, un cas d'usage qu'on a assez couramment, en fait, c'est le cas d'usage de j'ai une grosse base de données de CV qui fait des millions de profils et comment je peux réussir, en fait, à trouver les meilleurs profils. Donc, on a une IA qui va permettre, en fait, de présenter les profils par pertinence, expliquer aussi pourquoi tel ou tel profil, en fait, est proposé. Et donc, par rapport à ce cas d'usage-là, on a par exemple la recruteur advocate qui fait partie au fait de nos équipes, qui va organiser ce qu'on appelle des recruitment parties ou des AI parties. Et donc, en fait, c'est des slots, par exemple, une fois toutes les 2 semaines, à peu près 1 heure, où tous les recruteurs en fait se connectent, lancent un challenge. Et l'objectif, en fait, ça va être de recruter le plus vite possible, en fait, grâce à l'IA. Et donc, elle va les accompagner en fait à utiliser les outils pour atteindre HRflow, pour atteindre en fait cet objectif-là. Donc ça, c'est un exemple d'accompagnement récurrent en fait à travers des parties. Un deuxième exemple d'acculturation, ça peut être par exemple les hackathons. On a lancé par exemple l'année dernière, on a commencé à lancer des hackathons pour les grandes entreprises. Donc là, on ne parle pas de déploiement, mais on parle en fait de phase en amont. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui veulent se lancer dans l'IA, mais qui n'ont pas forcément le budget, qui ne savent pas comment se lancer, qui ne peuvent, qui ont des fois des peurs par rapport à la donnée qui va être utilisée dans ces IA et donc qui ne se lancent pas. Et donc, on a créé en fait un hackathon. La prochaine édition, elle est en avril, où les entreprises viennent avec leur cas d'usage. On génère, nous, de notre côté, de la data en fait, qui est synthétique. Donc qui est fait qu'en fonction du cas d'usage et on leur permet en fait en 2 jours de construire en fait un prototype avec lequel ils peuvent en fait repartir derrière. Donc ça, c'est aussi un exemple d'acculturation, d'accompagnement au changement pour en fait faire tomber les peurs en fait et les fantasmes qu'on peut avoir en fait autour de l'IA avant de lancer un pilote ou avant le lancement.
Bah, écoute, merci Moedine pour ce complément qui était aussi très intéressant avec des vrais cas d'usage qui sont originaux, qu'on ne retrouve pas dans toutes les entreprises. Et je pense que ça, c'est ce qui fait la différence aussi de réussir à aller plus loin que ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. Donc merci à ça, merci à Baptiste pour tes partages un petit peu plus tôt. Et j'aurais une dernière question à vous poser, mais avant, j'invite toutes les personnes qui nous regardent à préparer les questions si vous souhaitez, si vous en avez, puisqu'on arrive bientôt sur le temps de questions-réponses. Donc vous pouvez dès à présent les poser dans le chat, comme ça on en discutera avec Moedine et Baptiste juste après. Et donc le temps que ces questions se préparent et arrivent, moi j'en ai une dernière pour vous deux. Je vous laisserai décider qui souhaite parler en premier sur ce sujet-là. Si vous deviez donner un dernier conseil au RH aujourd'hui en 1 minute pour conclure un petit peu le sujet, même si on sait toujours qu'en 1 minute c'est toujours très très court, quel serait-il? Voilà. Qui veut prendre la parole? Baptiste, je te laisse Pas de souci. y aller en premier. Et ben, je dirais que le premier conseil, c'est de bloquer un créneau dans son agenda, de poser l'ensemble de ses process, ou du moins les process qui sont les plus lourds aujourd'hui, et de regarder où est-ce que l'humain apporte vraiment de la valeur, et sur les points auxquels il apporte vraiment de la valeur, et ben, qu'il consacre encore plus de temps, recentrer encore l'humain encore plus sur cette partie-là, et automatiser un maximum de tâches qui peuvent être répétitives, où il y a peu de valeur ajoutée, avec du coup l'intelligence artificielle. Merci Baptiste. Alors Moedine, quel serait ton conseil? Ouais. Donc moi, mon conseil dépendra vraiment en fait, du business de l'entreprise en fait, dans lequel se retrouve en fait, le recruteur ou le développeur informatique. Par exemple, mon conseil en fait, d'IA RH à un recruteur côté corporate, ça va rejoindre en fait, ce que dit Baptiste. Je pense que le vrai KPI, en tout cas le KPI le plus important chez un corporate, ça va être en fait, le gain de temps. Donc ça et donc ce qu'a dit Baptiste en fait est parfait dans ce cas. Mon conseil en fait vis-à-vis des RH qui travaillent dans ces entreprises, c'est d'essayer au fait vraiment de rester à jour par rapport aux actualités de l'IA, par rapport à ce qui se fait dans l'IA, parce que ça bouge énormément, quasiment en fait de semaine en semaine, pour ne pas se retrouver en fait dépassé. C'est aussi ne pas attendre finalement le projet parfait pour se lancer. En fait, en IA, on apprend en fait en marchant, que ce soit pour une entreprise euh, mature ou moins mature. Et je dirais en fait avoir vraiment des équipes qui vont être en fait diversifiées. Je pense que c'est extrêmement en fait mélanger des recruteurs super seniors avec des recruteurs plus juniors. Les juniors peuvent apporter de la flexibilité par rapport à l'IA. Ils sont beaucoup plus exposés par rapport en fait aux actualités. Les seniors savent aussi en fait mettre en place des architectures, des process. Et donc on a perdu Ouais, Amélie. je crois. Mais je pense qu'on est toujours en fait en live. Donc je pense que je pense que c'est important en fait d'avoir en fait des équipes RH qui vont être diversifiées. Et concernant en fait les entreprises, par exemple type intérim, entreprise type staffing, je pense que le gain de temps n'est pas le premier en fait ROI à optimiser. Je pense que dans ce cas, le ROI à optimiser, c'est vraiment en fait, le chiffre d'affaires. Et il faudrait regarder au fait quelles sont, par exemple, les automatisations qui peuvent, qui des fois ne sont pas explorées, qui permettraient de contribuer à une augmentation du chiffre d'affaires. Je donne un exemple pour les entreprises d'intérim. Souvent aujourd'hui, dans l'intérim, ce qu'on nous dit, c'est que le vrai problème n'est pas de trouver des candidats. Le vrai problème, c'est de trouver en fait des missions. Et donc, par exemple, un cas d'usage qui permettrait d'augmenter le chiffre d'affaires, ça va être de matcher au fait sa base de données en fait interne avec toutes les offres d'emploi qui existent dans le marché pour identifier, par exemple, de nouveaux leads. Et le troisième, pour la troisième typologie d'entreprises qui sont les HR Tech, mon conseil par rapport à l'IA, c'est ne pas essayer de tout absolument en fait faire maison et d'essayer de se concentrer sur qu'est-ce qui est en fait
propre à son positionnement, qu'est-ce qui est propre à son métier, et qu'est-ce qu'il faut chercher au fait à externaliser. Donc ça, c'est mes 3 conseils pour les 3 typologies d'entreprises avec lesquelles on travaille. Je suis complètement en phase. Oui, Baptiste. Je suis complètement en phase avec ce que tu disais, Mouhidine. En effet, je pense qu'avant tout, il faut avoir des objectifs clairs et définis qui vont permettre du coup d'aller aussi adopter la bonne solution IA derrière et qui va permettre d'atteindre ces objectifs également. Peut-être pour moi, je ne sais pas si Amélie, donc on a retrouvé Amélie. Désolée, petit souci de connexion. Un avis que je partagerai par rapport en fait à la question en fait originale du webinaire, qui est: est-ce que les agents IA, je n'ai pas adressé vraiment cette question tout au long du webinaire. Je pense que ma réponse de est-ce que les agents d'IA vont remplacer les RH ou pas, je pense vraiment que c'est une question en fait de temps et et quelque part en fait de timing. J'ai un avis qui est un peu moins joyeux. Je pense que sur le court terme, comme l'a dit Baptiste au tout début, en fait, l'IA va remplacer dans un premier temps surtout au fait des tâches. Les tâches vont libérer du temps, vont faire en fait gagner en fait du temps. Mais je pense qu'un bon parallèle qu'on peut faire, c'est vraiment c'est la question qui. On est toujours en live? Oui, on est toujours en live, tout va bien. Je pense qu'un bon parallèle qu'on peut faire, c'est un parallèle avec ce qui se passe actuellement en fait dans le monde de l'agriculture. Quand on regarde par exemple la situation en fait en France dans les années 30 où à peu près 30% de la population était quelque part en fait paysanne, donc ce qui correspond à peu près à 12 millions de personnes. Puis il y a eu le tracteur qui est arrivé dans les années 90. Il y avait 2 millions de paysans. Aujourd'hui en fait il y a 400 000 paysans. C'est que le milieu agricole est un milieu qui est extrêmement en fait industriel, extrêmement automatisé, et c'est sûr que le tracteur, le premier jour qu'il a été présenté à un paysan, c'était vous allez pouvoir disons, labourer votre champ beaucoup plus rapidement et profiter certainement de la belle vue. Donc c'est des process qui prennent en fait du temps. La fonction RH ne va pas disparaître en fait du jour au lendemain, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ces technologies, la quantité de personnes qui occupent un métier sur lequel une partie des tâches est automatisable va être en fait réduite en fait dans le temps. On parle souvent du fait que l'IA crée de nouveaux métiers. Pour revenir sur l'exemple en fait de l'agriculture, l'IA a créé plus de métiers, mais côté ministère de la fonction publique. Entre les 1990, il y avait à peu près 15 000 fonctionnaires. Aujourd'hui, on en a à peu près 35 000. Et l'IA, pareil, un autre exemple, c'est dans le cas de la RGPD, l'IA Act. Elle a créé plusieurs métiers. Elle a créé 500 000 métiers, mais c'est des métiers qui n'ont pas été, pour la plupart, côté en fait entreprise, mais c'est des métiers plutôt en fait côté en fait fonction publique. Donc voilà. Donc la réponse à la question, je pense que sur le long terme, comme sur tous les métiers sur lesquels l'IA arrive, les mathématiques, les profs de maths, les médecins, les radiologues, on aura de moins en moins de personnes en fait qui s'occupent de ces métiers directement sur le terrain, et de plus en plus de métiers peut-être dans la supervision au sens large. Bon, bah écoute, merci Mouhidine pour ce partage. Toutes nos excuses, effectivement, j'ai disparu. Internet, je suis à Station F, a décidé de me lâcher. Donc il a fallu que je fasse une petite manip. Mais en tout cas, je vois que vous avez pu continuer à discuter, ou en tout cas à partager des éléments sur le webinaire. Donc tout va bien. J'ai vu qu'on avait également, le temps que je disparaisse et que je revienne, une question qui a été posée. Donc ce sera l'occasion de l'aborder. Puis ensuite, on pourra conclure le webinaire. Et donc la question, elle nous est posée par Mohamed. Au début du webinaire, il nous expliquait voilà, si les agents IA vont plus loin que l'automatisation, quelles seraient les décisions RH concrètes que vous leur confierez aujourd'hui sans la supervision humaine? Et il y a une deuxième partie de question qui est plutôt quelles sont, je suppose, les décisions qui resteraient non négociables dans le périmètre des RH et de l'humain aujourd'hui. Alors, qui veut
commencer une première partie de Ouais. réponse. On peut peut-être commencer et puis Vas-y. oui, pour la suite. Je dirais que déjà, aujourd'hui, rien qu'en se fiant à l'IA Act, une décision d'une personne, d'un collaborateur un candidat qui va être recruté ou pas, ne peut pas être prise aujourd'hui par une IA. Donc, il y a forcément une limite par rapport à ça. Je dirais qu'il y a tout ce qui est des décisions qui vont derrière enclencher, qui auront des incidences financières, seront, je pense, prises par l'humain durant de nombreuses années encore. Et après, en effet, toutes les décisions qui ont un impact également sur les collaborateurs et même des fois sur les candidats seront également, je pense, les dernières décisions qui pourront être prises par une IA. Et je pense que pour les quelques prochaines années qu'on va avoir, et peut-être quelques prochains mois au vu de l'avancée qui se fait à grands pas, l'IA, je pense, est vraiment un outil d'aide à la décision qui va même jusqu'à prendre certaines décisions, mais qui laisse quand même l'humain au centre de la prise de décision. Donc, je rejoins Baptiste sur ce qu'il a dit. Je pense que de toute façon, il y a une contrainte au fait qui est réglementaire par rapport à en fait. Donc, il y a un plafond réglementaire, surtout en Europe. Ce plafond n'existe pas en Chine, il n'existe pas toujours en fait aux États-Unis. Mais effectivement, en fait, aujourd'hui, une IA ne peut pas prendre en fait une décision automatisée par rapport à un humain, que ce soit dans la RH, que ce soit dans l'assurance, que ce soit dans plein de métiers en fait différents. Maintenant, par rapport à tout ce qui n'est pas en fait couvert par la réglementation, je dirais il y a deux seuils. Il y a un seuil qui est par rapport en fait à une évaluation à partir de quelle précision on laisserait une IA se décider de manière en fait quelque part autonome sur un sujet en particulier. Donc par exemple, je donne un parallèle avec 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 en fait la médecine où aujourd'hui par exemple on sait que sur des scans ou des scans radio, le taux de précision de l'IA il est à peu près de 86%, le taux de prédiction, en tout cas de décision de précision de l'humain, en fait, il est à peu près à 63%, et il est prouvé que les décisions de l'IA plus l'humain sont moins bonnes que celles de l'IA, en fait, toute seule. Donc je pense que dans ce cas-là, on peut trouver des parallèles, en fait, par exemple, certainement dans le monde RH. Et il y a en fait d'autres seuils, je dirais, en fait, qui sont plutôt des seuils type éthique. Et le parallèle que je peux donner, c'est le parallèle avec le monde de la voiture autonome. Aujourd'hui, on sait que en fait, une voiture autonome, elle est plus précise que l'humain, dans le sens où elle est capable de faire moins d'accidents que l'humain. Un humain, c'est un accident toutes les 17 000 à peu près en fait, kilomètres. La voiture autonome, je pense elle est à peu près à 9 000. Donc, elle est beaucoup plus précise en fait que l'humain. Par contre, aujourd'hui, une voiture autonome qui fait un accident, c'est une tragédie. Un humain qui fait un accident, c'est une statistique. Donc, il y a aussi ce seuil en fait éthique, euh, subjectif, humain, et qui souvent est le seuil qui drive les responsables de conformité et les responsables et les politiques. Bah écoute, merci Moïdine pour cette réponse et merci aussi à toi Baptiste voilà, qui a démarré, qui l'a amorcé. Donc c'était très intéressant ce que vous avez pu partager. J'espère que ça a répondu à la question de Mohamed qui en a également sur la partie éthique. Donc ça fait complètement le lien avec ce que tu étais en train de dire Moïdine. Comment est-ce que on sait justement, tu disais qu'il y a une exigence légale aujourd'hui notamment sur la réglementation, sur cette éthique-là liée aux IA. Alors comment est-ce qu'on peut garantir que les décisions qui sont prises par les agents IA, aujourd'hui, elles soient traçables et auditables et surtout aussi explicables derrière. Et là, Baptiste, je pense que tu auras aussi des éléments à nous partager. Je pense que pour avoir en fait des IA éthiques en RH, en fait, le sujet d'explicabilité est extrêmement en fait important. Notamment, par exemple, nous on fait du scoring en fait du candidat, donc le classement de candidats par pertinence, et donc l'explicabilité en fait est extrêmement importante pour deux raisons. À la fois pour être sûr que l'IA ne fait pas n'importe quoi et donc comprendre pourquoi, et de l'autre côté aussi pour faire
évoluer en fait pour coacher le recruteur en fait quelque part parce que un recruteur a un score. Quand on lui montre un score, ça lui donne pas d'informations. Mais si en fait on lui explique pourquoi, ça lui donne des informations. Et je peux te donner un parallèle dans ce sens-là. On a en fait aujourd'hui en fait une société qui utilise HRFlow par exemple pour le recrutement de femmes de ménage. Donc on avait fait un pilote avec cette société-là et la recruteuse me disait, mais Mouhidine, en fait, comment une IA peut comprendre ce que c'est un bon profil de femme de ménage, parce que pour moi, le critère le plus important, c'est la discrétion et la confidentialité. Comment une IA peut lire là sur un CV. Et c'est là où l'explicabilité est extrêmement en fait, importante, parce que l'IA était capable de recommander, par exemple, une personne dans le top et expliquer que c'est une personne qui explique, qui respecte et qui est au fait des règles de confidentialité, parce qu'elle avait travaillé dans des hôtels 4 étoiles et des palaces. Et donc, en allant chercher sur Google, j'ai découvert que voilà, un hôtel 5 étoiles, il a à peu près 15 certifications sur le respect de la confidentialité. Et donc ça, c'est un exemple en fait, où l'IA, où l'explicabilité non seulement permet de justifier le choix d'un profil, ou la proposition d'un profil, mais aussi améliorer en fait les recruteurs. Et dans ce sens-là, je peux faire deux parallèles. Un parallèle avec le codage informatique, donc développement informatique, et un parallèle au fait plus évident avec le jeu de Go, par exemple, ou les jeux d'échecs, où finalement le niveau des joueurs d'échecs, le niveau en fait des joueurs de Go a explosé dans le monde à partir du moment où on avait en fait des IA qui étaient capables de jouer mieux que l'humain, en fait, en précision. Et donc, ces humains-là, et ces professionnels, étaient capables de s'entraîner, en fait, avec des IA. Et donc, aujourd'hui, en fait, tous ces IA, en fait, qui vont être dans les RH explicables, vont permettre souvent à des recruteurs, peut-être plus juniors, de gagner, en fait, en expérience et de monter en expérience, et qui est pour moi un sujet qui est voilà, qui est un sujet qui est majeur et qui est extrêmement important, euh, au même titre que le sujet sur la compliance et, euh, et l'explicabilité en fait réglementaire. Alors Baptiste, est-ce que tu as des éléments à apporter? Mouhidine a été très complet dans sa réponse. Voilà, j'expliquerai peut-être du coup côté entreprise, comment savoir si une solution a bien une IA qui va être éthique et si elle répond bien à une éthique. Je dirais que c'est, comme l'a dit Mouhidine, dans les explications qu'on peut avoir sur, par exemple, de l'analyse de compétences. Et ça, c'est à l'entreprise, aux recruteurs, aux RH de bien regarder, d'être attentif à ça dans les premiers tests qu'elle peut faire de la solution. Et puis après, c'est aussi de choisir aussi ses critères côté entreprise. Par exemple, quand on va évaluer les compétences d'un candidat, c'est quelles compétences on va aller chercher à évaluer. Et c'est ces compétences-là qui vont aussi derrière faire qu'on a vraiment de l'éthique ou pas. Par exemple, un exemple concret qu'on peut avoir nous, chez Tami, pour chaque compétence qui peut être évaluée, on a du coup une explication derrière de pourquoi un candidat, par exemple, a une bonne communication, dont elle a eu une bonne communication durant des mises en situation qui ont été mises en place par le recruteur dans l'entretien qu'elle a pu passer. Et à chaque fois, on a bien un vrai explicatif sur les différents critères qui ont été pris en compte, sur le niveau du candidat sur ces critères-là, etc. Et donc ça, c'est vraiment important de regarder ça pour bien comprendre le raisonnement qu'il peut y avoir derrière de l'IA, comme le disait Mouhidine, et de regarder en effet quels éléments elle a pu prendre en compte, et si c'est aussi des éléments qu'on trouve pertinents et qu'on aurait pu prendre en compte. Bah, écoute, merci Baptiste. Il nous reste en une petite minute, une dernière question peut-être qui a été notamment posée suite à ce que vous avez pu partager juste avant, et notamment toi, Moïnine, en indiquant qu'il y avait une réglementation qui était très forte en Europe aujourd'hui sur cette partie-là. Et donc, on a une question qui est: est-ce qu'il y a un réel décalage? Est-ce qu'on voit aujourd'hui un réel décalage dans l'adoption de l'IA, notamment dans les processus de recrutement entre le marché du recrutement européen et celui qui est aux US? En fait, complètement. Déjà, pour commencer, en fait, je dirais que
les profils des recruteurs en fait aux États-Unis sont très différents des profils des recruteurs en fait qu'on va voir en fait en France. Souvent s'agissant de la partie en fait corporate, où aujourd'hui souvent les recruteurs en fait côté corporate en France, c'est des personnes qui ont vraiment fait des études RH parce que on a une tradition qui est très sociale en fait en France, là où les États-Unis en fait la plupart des recruteurs n'ont pas eu des études de droit en fait social ou n'ont pas été formés à la fonction RH, et donc ils ont une vision qui est très euh, je dirais en fait très orientée euh, administrative en fait de la fonction en fait quelque part RH, et donc ce qui fait que les usages ne sont pas forcément en fait euh, les mêmes, les solutions ne sont pas forcément en fait les mêmes. Euh, je pense que les recruteurs par exemple aux États-Unis se posent beaucoup moins en fait les se poseraient beaucoup moins cette question de est-ce que les agents d'IA vont remplacer en fait les RH ou pas. Donc c'est pas j'entends beaucoup plus cette question lorsque je suis en France que lorsque je suis en fait aux États-Unis. Il se pose pas non plus de questions en fait côté d'où vient la data. Donc il y a des solutions aujourd'hui par exemple aux États-Unis qui sont basées sur du scrapping de profils sur LinkedIn, etc. Ça, c'est des choses qui sont complètement en fait interdites en Europe parce que il faut demander l'autorisation préalable. Donc, je dirais c'est vraiment deux mondes au fait qui sont très très différents, à la fois en fait au niveau des utilisateurs et à la fois au niveau des décisions d'achat, au niveau même des processus de compliance, etc. par rapport à ce qui peut se passer en fait en Europe. Bah, écoute, merci Mouhidine pour la réponse à cette question qui était notre dernière. Et donc, on arrive maintenant sur la fin du webinaire et je voulais voilà, vous dire un dernier mot avant de terminer le live. Voilà, je tenais tous à vous remercier d'être présents avec nous pour votre participation, voilà, d'être avec nous aujourd'hui. Je voulais vous remercier, Baptiste et Mouhidine, de nouveau. Hein, merci d'avoir pris du temps pour nous et d'avoir pu partager vos témoignages et vos inputs. Ça a été un vrai plaisir de vous accueillir. Et merci voilà, à tous ceux qui nous regardent de nous avoir rejoints pour ce nouveau Crosstalk. J'espère que vous avez réussi à être inspirés par ce sujet avec nous et que vous repartez avec plein d'inputs. C'est vraiment l'objectif en tout cas. Et avant de se dire au revoir, voilà, je voulais partager avec vous rapidement l'agenda du Lab RH sur la première partie de 2026 et donc notamment en vous donnant les prochains rendez-vous. En l'occurrence, le prochain Crosstalk sera le mois prochain, le 11 mars à 11h30, où cette fois-ci, on abordera un sujet un petit peu différent puisqu'on parlera de la santé mentale avec 2 nouvelles startups, 2 nouveaux intervenants qui seront Medically Bemood House. Donc voilà, merci beaucoup à tous voilà, pour votre participation. On espère vous retrouver très bientôt et je vous souhaite à tous, avec les intervenants aussi, une excellente fin de journée. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci.